le Congo ne tombera jamais. Les réveils est personnel dans la collectivité. Les réveils est personnel dans la collectivité. J'ai suivi une vidéo ce matin et je suis venu vous faire découvrir cette vidéo. Pour les uns, ça sera leur première fois de voir cette vidéo. Et pour les autres, je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de regarder cette vidéo. Avec la tendance et la pensée dont moi j'ai regardé cette vidéo. Et en regardant cette vidéo, je suis vu que l'Occident est en train de perdre et de se retrouver seul. La vidéo compte pratiquement 10 minutes. Et dans ces 10 minutes, il y a des choses tellement extraordinaires que cet homme a dit. Suivez juste la vidéo et vous allez me retrouver après. C'est probablement ce que l'aveuglement à court terme du suivisme européen à l'égard de l'OTAN, et c'est probablement ce que l'aveuglement à plus long terme des États-Unis est en train de produire, une alliance entre la Russie et la Chine, dont je rappellerai que si la puissance industrielle de la Chine est derrière la performance militaire de la Russie, nous avons quelques soucis à nous faire. En quelque sorte, nous sommes créés un ennemi qui n'a aucune raison de nous vouloir du bien. Nous avons fermé la porte à Vladimir Poutine, qui était probablement le dirigeant le plus européen que la Russie ait connu, et peut-être le dirigeant le plus européen qu'il connaîtra, parce que je pense que la future génération de ceux qui montent n'a plus aucune amitié et n'a plus aucun penchant pro-européen. L'évolution d'un Dimitri Medvedev à cet égard est tout à fait intéressante. Il faudra voir quelle sera l'évolution du patron de la Douma d'État pour les affaires étrangères, Leonid Slutsky, qui a longtemps proclamé son amitié pour l'Europe, sa proximité avec l'Europe, et que je vois aujourd'hui très clairement se tourner vers d'autres horizons. C'est l'Asie, c'est l'Indo-Pacifique, c'est l'Afrique. N'oublions pas la présence russe massive en Afrique, et n'oublions pas ce sentiment de plus en plus présent dans le monde extra-occidental. L'affaire ukrainienne, et je suis désolé de le dire comme cela, l'affaire ukrainienne c'est une affaire de blancs, et de même que l'opinion publique européenne n'a eu aucune sympathie pour les dizaines de milliers de morts des interventions en Irak, les dizaines de milliers de morts des interventions en Libye, en Syrie, etc., 3 blessés dans la banlieue de Kiev suscitent une mobilisation internationale. Ce 2 poids, 2 mesures, pour moi, marque d'abord une défaillance morale de ce que vous appelez l'Occident, mais marque surtout la fin de ce qu'a été le monopole du bien occidental. Je reviens sur la première partie de votre question. Ce que vous dites l'Occident, c'est quoi? La Chine vient de publier des cartes qui sont extrêmement frappantes à cet égard. La Chine, c'est quoi? Les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, l'Australie. Quelques pays accessoires, on citera le Canada et quelques autres. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cet Occident, dont on a bien vu l'isolement, notamment lors du vote des sanctions contre les Nations Unies. Je vous rappelle que la majeure partie des pays francophones d'Afrique s'est abstenue ou a voté contre les sanctions, ce qui était impensable voici seulement 10 ans. C'est un effet de la politique catastrophique actuellement conduite en Afrique et du désengagement français. Mais nous pourrions y revenir, c'est un autre sujet. L'Occident est en train de se retrouver tout seul, il est en train de se retrouver minoritaire, très minoritaire en termes de population, c'est moins du tiers de la population mondiale, désormais minoritaire en termes économiques, puisque la majorité du monde est en train de passer du côté de l'Inde, de la Chine et de ces puissances montantes que c'est l'Indonésie, la Malaisie, etc., qui n'ont aucune raison de vouloir du bien aux États-Unis et aucune raison de vouloir du bien à l'Europe, notamment à cause du passé colonial. C'est non plus des pays qui sont favorables et ouverts à la Chine, à la puissance chinoise. En tout cas, les pays comme les Philippines, etc., c'est aussi des pays qui craignent l'émergence de la Chine, le Vietnam. Je pense que tous ces pays conduisent une politique actuellement qui est très duale, dont le meilleur exemple serait l'Inde. L'Inde a toujours ménagé une aide militaire, une présence militaire russe importante, une aide nucléaire, puisque les centrales nucléaires en Inde sont russes, avec en même temps une aide économique et à certains égards diplomatiques américaines. Je pense que la plupart des pays que vous citez jouent assez habilement sur les 2 tableaux. Mais ce qui me frappe actuellement, c'est que face ou dans le processus de dédollarisation du monde, dans le processus de ratification ou non des sanctions, aucun de ces pays ne peut éviter de se poser la question:
Si demain je me retrouve opposé aux intérêts américains, est-ce qu'ils vont saisir les avoirs de ma banque centrale? Est-ce qu'ils vont me couper de la sphère financière internationale? Et à cet égard, les États-Unis ont commis quelques fautes stratégiques absolument majeures. Il est totalement illégal d'avoir saisi les avoirs de la banque centrale russe, comme il est absolument scandaleux d'avoir saisi les 7 milliards de dollars d'un des pays les plus pauvres du monde, ravagés par les guerres civiles, les interventions américaines et occidentales, et désormais le régime taliban. Les 7 milliards de dollars confisqués à la banque centrale afghane, pays le plus riche du monde, appauvrit le pays le plus pauvre du monde, ce sont des choses qui se paient. Et il n'y a pas un pays du monde, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager l'an dernier, il n'y a pas un pays du monde qui ne se pose pas aujourd'hui la question, que se passe-t-il si je ne m'aligne pas sur les intérêts américains? Et je pense que les Américains, en faisant ce qu'ils ont fait, se sont tirés une balle dans le pied et quelque part, ils ont mis le fin à cette organisation considérée bienveillante du monde qui avait pour base le dollar, un système financier sous contrôle américain et la circulation mondiale des capitaux. Je pense que nous assistons à la fin de ce système issu de Bretton Woods et issu de la suprématie mondiale américaine née de la Seconde Guerre mondiale. On constate quand même depuis l'invasion russe de l'Ukraine l'émergence ou la réémergence de nombreux points de tension autour du globe. Bon là c'était à l'est de l'Europe, mais on a aussi vu à Taïwan avec la provocation américaine, en tout cas ce qui a été jugé comme une provocation par les Chinois, la venue de Nancy Pelosi à Taïwan. On voit aussi que ça s'agite un petit peu au Kosovo, entre la Serbie et le Kosovo. On voit aussi que l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont dans une logique de tension très très forte. Finalement, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que disent ces nombreuses tensions sur la prochaine décennie à venir? Est-ce qu'on va retrouver une période de l'histoire beaucoup plus mouvementée que celle que l'on avait vécue ces 30 dernières années? D'abord, c'est la fin de l'histoire. On a connu le moment unipolaire du monde, le moment où les États-Unis ont été, ou se sont crus, la seule puissance dominante dans le monde, et où les États-Unis ont cru pouvoir intervenir partout dans le monde sans jamais en payer le prix. Ouais. Nous en sommes définitivement sortis. Nous voyons bien que l'histoire s'est remise en marche. L'histoire, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi la guerre. Et je rappelle l'inconscience avec laquelle l'Union européenne et les pays européens ont vécu l'intervention de l'OTAN contre la Serbie. C'était le retour de la guerre en Europe. Nous n'en avons pas fini avec la guerre en Europe et nous devrions faire très attention aux menées britanniques au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine, aux frontières de la Serbie, parce que nous avons là un nouveau foyer de guerre qui nous menace aux portes même de l'Europe. Et on aura à cet égard un signal très clair. Est-ce qu'il faut une fois de plus que ce soit l'armée américaine qui vienne rétablir la paix en Europe, ou est-ce que l'Union européenne est capable elle-même de maintenir la paix à ses frontières? On aura là une épreuve de vérité. Si l'Union européenne ne sait pas maintenir la paix sur son propre territoire, alors je ne sais pas quel sera l'avenir de l'Union européenne. Second élément, il est beaucoup plus général. Nous assistons à un totalitarisme qui ne dit pas son nom. Ce nouveau totalitarisme, c'est le totalitarisme d'abord du libre-échange, de la liberté absolue du mouvement de capitaux, et c'est le totalitarisme d'entreprises privées, notamment américaines, mais pas seulement américaines, qui estiment que le monde est leur terrain de jeu. Je vous rappelle qu'un des ingrédients de l'intervention américaine en Ukraine, c'est le fait que probablement le tiers des terres ukrainiennes ont été rachetées par quelques milliardaires américains ou par quelques sociétés américaines. Et je vous rappelle qu'une partie des problèmes de l'exploitation de l'or, de la déforestation, des pollutions majeures en Roumanie, en Bulgarie, etc., c'est tout simplement le fait d'investisseurs américains qui ne tiennent aucun compte des priorités des populations locales. C'est probablement ce monde-là qui est en train de trouver ses limites. Le totalitarisme de l'entreprise privée, le nouveau totalitarisme du capitalisme de marché, que je dénonce dans mon dernier ouvrage, chez nous, pour en finir avec un capitalisme totalitaire, le monde est en train de lui fermer ses portes. C'est le phénomène de dédollarisation, c'est le ralliement d'un nombre croissant de pays, je pense à la Turquie récemment, à un système de paiement alternatif au système SWIFT entièrement contrôlé et espionné par les Américains, un système qui va permettre de procéder au paiement de matières premières, de ressources naturelles, à des échanges d'argent hors du système dollar et hors du système sous contrôle américain. C'est probablement ce qui est en train de se passer, mais dans lequel le jeu de l'Europe est extraordinairement compliqué.
Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'Union européenne en est réduite à se raccrocher à l'impérium américain et à faire ce constat: rien n'est pire qu'un monde dans lequel les interventions américaines se font sans limite, mais rien ne serait pire pour l'Union européenne qu'un monde dans lequel les États-Unis n'interviendraient plus. Et là, l'Union européenne est en train de payer son inconsistance. Elle n'a pas su affirmer son indépendance stratégique. Elle n'a pas su constituer une armée européenne autour de la force nucléaire française. Et les propositions, par exemple, de Thierry Breton, de mutualiser une partie des dépenses militaires françaises, par exemple dans les interventions Barkhane en Afrique, n'a jamais été suivie par ses contributeurs ou par ses partenaires européens, probablement sur injonction de l'OTAN. Eh bien, nous n'aurons pas d'armée européenne, nous avons l'OTAN. Eh bien, nous n'aurons pas d'indépendance et d'autonomie stratégique européenne. Nous avons une dépendance accrue avec des États-Unis en perte de vitesse et qui voient les portes du monde se fermer devant eux. C'est très symbolique du recul de la France en Afrique. La France a été chassée du Mali. Elle est en train d'être chassée du Niger, avec des manifestations presque tous les jours contre la présence française au Niger. Elle est en train d'être chassée de nombre de ses anciens territoires francophones, alliés et amis qui votaient avec elle à l'Assemblée générale des Nations unies. Le fait que la France perde pied auprès de la douzaine ou des 14 pays africains qui votaient avec elle à l'Assemblée générale des Nations unies est un fait extraordinairement important sur le rétrécissement de la place de l'Europe dans le monde, sur le rétrécissement de la place de la France, et en quelque sorte, sur le fait que nous sommes en train de perdre pied dans le monde. Nous n'avons pas compris que le monde est en train d'avancer sans nous, et j'ai peur qu'il n'avance contre nous. Là, il a dit tant de choses, il y a certaines choses que moi j'ai retenues, j'aimerais un peu que nous puissions l'analyser ensemble. Il a dit des choses, et la première des choses, il a dit que l'Afrique, l'Occident est très minoritaire au terme de la population. Et si vous essayez un peu de faire un tour vers les Occidentaux, vous allez remarquer qu'il y a tant de vieux que des jeunes. Contrairement, différemment en Afrique. En Afrique, vous trouverez trop de jeunes. Donc, en termes de la population, l'Occident est devenu trop minoritaire au terme de la population. Et qu'est-ce qui s'est en train de se passer? Le monde est en train de changer leur manière de voir les choses face aux Occidents. Voilà pourquoi la première chose que cet homme a soulevé, a suscité ce deuxième point en disant que l'Occident est devenu minoritaire au terme de l'économie. Donc au terme économique, l'Occident est devenu vraiment minoritaire. Parce que le monde qui devrait soutenir les Occidents, qui devait soutenir l'Occident, les peuples là, plus le peuple noir, sont en train de changer leur manière de voir les choses ou se positionner vers d'autres pays. Cet homme a dit parce que, puisque la majorité du monde sont en train de se diriger vers l'Inde, vers la Chine, vers la Russie, l'Indonésie et d'autres pays, puisque ces pays-là n'ont aucun problème avec l'Afrique, que ce soit dans la pensée de la colonisation. Parce qu'à chaque fois que l'Afrique se réveille avec la pensée de la colonisation. La manière dont on a été fouetté, massacré, tué, maltraité à cause de nos richesses. Et actuellement, l'Afrique, le monde en général, est en train de se diriger vers ces pays-là. Parce que ces pays-là n'ont aucun problème avec le monde, avec l'Afrique. Et c'est ça que je comprends directement que les Occidentaux, l'Occident est en train de se perdre aussi en termes de la majorité et en termes de l'économie. Alors, ce monsieur a démontré aussi qu'une fois un pays, un peuple, le monde s'élève contre les intérêts des Occidentaux. Il a utilisé un terme en disant que juste à cause, un pays, une fois un pays, c'est maligne. Juste quand un pays, le monde, l'Afrique, c'est maligne contre les intérêts des Occidentaux, directement, c'est là que la guerre a commencé. Et vous allez remarquer plusieurs de présidents africains qui ont subi l'injustice de l'Occident.
ces peuples-là, ces présidents-là, une fois ils s'élèvent pour combattre les intérêts des Occidentaux, c'est à ce moment-là que le peuple ou le président la mer, je citerai les noms des Thomas Sankara, je citerai le nom de Kabila ici à Kinshasa au Congo, je citerai le nom de beaucoup de présidents africains tués à cause de la justice. Une fois quitté les intérêts, une fois il devient contre les intérêts des Occidentaux, c'est là que la mort intervient. Une fois que les Occidentaux ne trouvent pas leurs intérêts en Afrique, vers un président, directement la punition intervient. Et qu'est-ce que les Occidentaux font? Il vient juste enfin d'échanger, de travailler un autre Africain pour qu'il puisse prendre la place et dominer. Le président là qui va venir, s'il est de la même pensée avec les Occidentaux, il va faire beaucoup de temps. Là, il ne sera pas présenté comme un dictateur. Et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre qu'à chaque fois que la guerre s'élève en Afrique, tu vas trouver, je citerai même vers ceux qui s'élèvent, ceux qui soutiennent les rebelles, afin de combattre le pouvoir en place. Ce sont plus les Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent plus leur intérêt dans la vie de ces présidents qui dirigent le pays. Je citerai les Congo. Actuellement, vous allez remarquer que le Rwanda est en train de soutenir les 1-23. Et les Occidentaux sont derrière le Rwanda afin de combattre la RDC, puisqu'ils puissent voler les richesses. C'est ce monsieur blanc, j'ai aimé sa façon de parler. Ce monsieur blanc, il a aussi épinglé quelque chose là. Il a parlé aussi de la France en disant que la France est en train de perdre des terrains. La France est en train de perdre l'Afrique. Et j'ai remarqué une chose, il y a beaucoup de pays africains. La Mali, je citerai le Niger, Burkina Faso, tant de pays africains. Après plus de 14 pays francophones sont en train de chasser l'Afrique. Sont en train, de chasser la France ici, en Afrique. Et pour clôturer, je vous dirai ceci. Il y a une chose que cet homme a dit à la fin de sa vidéo, la vidéo que vous venez de suivre. Il a dit que si le monde avance contre nous, les Occidentaux, si le monde avance contre nous, le blanc, et à la fin de sa vidéo, cet homme a dit, si le monde n'avance pas avec nous, c'est que le monde est en train d'avancer sans nous. Et moi je dirais, si le monde n'avance pas avec vous, le blanc, un jour le monde marchera contre vous. Un jour l'Afrique marchera contre vous. C'est le temps de vous ressaisir et de saisir cette opportunité, afin d'arranger un peu votre politique en Afrique et au monde entier. Les réveils est personnel dans la collectivité. Et c'est ici que je vais clôturer avec vous cette émission. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Je serai toujours derrière vous avec ces genres de vidéos et de vous faire comprendre là où l'Afrique est en train de partir. Comment l'Afrique est en train de monter. Je serai toujours avec vous dans votre chaîne KTJ News Monde, afin de vous faire comprendre la grandeur de l'Afrique et ce qui se passe actuellement à l'Afrique. C'était votre présentateur, votre journaliste aimé, Jacques Nkama. À la prochaine occasion. Le Congo ne tombera jamais.